si on avait fait pression sur le Qatar et physiquement sur les dirigeants du Hamas à Doha, ce serait une situation différente maintenant. Mais on est trop tard parce que la situation du Hamas est forte à l'insu de tergiversation du gouvernement israélien pendant les négociations après mars 2025. Nous avons le plaisir d'être en ligne avec le docteur Eli Carmon. Eli, bonjour, Boker Tov. Bonjour. Je rappelle que vous êtes chercheur émérite au sein de l'Institut pour la lutte antiterroriste et avec vous, je voudrais que l'on débatte de deux dossiers importants. Cette tension dont on parle ce matin beaucoup dans les médias israéliens, dans les journaux israéliens, entre Binyamin Netanyahou et le chef d'état-major, le nouveau chef d'état-major de l'armée israélienne qui est en poste depuis quelques mois seulement, sur la politique à mener dans la bande de Gaza. Et puis ensuite, je voudrais qu'on revienne aussi sur l'isolement de l'État d'Israël dans la communauté internationale. Peut-être que les deux dossiers, bien entendu, sont liés. On le verra avec vous. Alors, la première question, Eli, vous pensez que Binyamin Netanyahou doit imposer sa vision des choses à l'armée israélienne s'il pense qu'il faut aller vers la conquête intégrale de la bande de Gaza, vers le contrôle de la bande de Gaza ou même peut-être l'annexion d'une partie de cette bande de Gaza? C'est quelque chose qu'il est légitime de sa part d'imposer à l'armée israélienne, même si le chef d'état-major le refuse? C'est légitime, mais c'est une folie. Pas seulement maintenant, depuis il y a plusieurs mois déjà, on voit que ce que Tsahal fait à Gaza, c'est contre-productif. C'est une lutte sans résultat et qui met en danger permanent, et surtout maintenant, si on veut vraiment conquérir tout le Gaza, met en danger direct la vie des otages. Soit ils seraient tués par l'armée israélienne pendant les combats, soit ils seront assassinés par des gens du Hamas si l'armée arrive près de l'endroit où les otages se trouvent. Mais je crois, il y a deux problèmes. Le problème du gouvernement israélien, c'est que depuis mars, quand il aurait pu arriver à un accord avec Hamas, la situation stratégique d'Israël s'est empirée à cause de ce refus de continuer la négociation. D'abord, sur le plan du Hamas, le Hamas maintenant est dans une position de force. Je suis sûr, à mon avis, qu'il ne veut pas accepter aucun accord, ni même l'accord d'échange total des otages et la fin de la guerre, comme le propose il y a un jour ou deux Steve Witkoff. Parce qu'il y a deux points sur lesquels le Hamas a maintenant une situation de priorité. C'est la campagne sur la faim qui a réussi énormément dans l'opinion publique internationale et même dans les vues du président Trump. Et aussi le fait qu'en septembre, la France et l'Arabie saoudite mènent une campagne pour la reconnaissance d'un État palestinien. Et cela vraiment plaît beaucoup au Hamas, c'est-à-dire qu'ils n'ont aucune raison, au moins jusqu'à la fin des débats sur la fin de cette résolution sur la reconnaissance de la Palestine, de négocier. Après ce débat et la décision, sera une décision de l'Assemblée générale et de ce team, de cette équipe qui continue à bâtir un plan pour Gaza, ils diront, voilà, nous, la résistance à Muqawma a fait du fait que, pour la première fois, les grandes puissances, et cela inclut la Grande-Bretagne, la France, le Canada, presque tous les pays occidentaux, acceptent maintenant la position qui déjà est déjà une position acceptée par 144 États de reconnaître la Palestine. Alors, j'entends ce que vous dites. Je voudrais revenir avec vous, puisque vous êtes un expert dans la manière dont on peut combattre le terrorisme. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce que l'on a fait ou mal fait pour que
le Hamas durcisse ses positions? Parce que, est-ce que, dites-moi si je me trompe, le sentiment général, ou en tout cas un sentiment, était que Benjamin Netanyahou est revenu des États-Unis, de son dernier voyage, avec une réelle volonté de parvenir à un accord graduel, ou en tout cas un accord partiel, et que pour ce faire, il était prêt à faire des concessions. On a vu qu'Israël était prêt à renoncer sur l'axe Morag, etc. Faire des concessions concrètes, et qu'à chaque fois que l'État d'Israël faisait des concessions, le Hamas durcissait ses positions. Est-ce que finalement, ce n'est pas en adhérant à une position, on va dire quelque part de faiblesse, parce qu'on voulait absolument un accord sur la libération des otages, que l'on a renforcé, on va dire, les exigences du Hamas? Et justement, c'est la position de Netanyahou sur le conflit et sur la négociation pour la libération de 10 otages qui a mené à cette situation où l'aide humanitaire, où disons les campagnes israéliennes d'aide humanitaire ont été un échec total, qui a dû remplacer pratiquement la société américaine qui mène cette campagne. Et ils sont arrivés maintenant, comme finalement les États-Unis et peut-être Netanyahou ont accepté l'idée qu'il doit y avoir un seul échange total des otages. Ils sont dans une position de faiblesse stratégique énorme. Non, mais on ne voit personne qui fait pression sur le Qatar et directement sur les dirigeants du Hamas au Qatar. Et pourquoi c'est comme ça? Pourquoi finalement les États-Unis, Donald Trump, qui a des intérêts au Qatar, pourquoi il ne fait pas pression sur le Qatar pour qu'il mette au pied du mur le Hamas? Pourquoi ça ne se passe pas comme cela? Parce qu'il y a trop d'intérêts américains là-bas, à cause de la base militaire, à cause de la question de la chasse de gaz et l'influence financière du Qatar, tant dans la région, mais aussi sur les dirigeants américains qui ont reçu des cadeaux de la part de l'émir et de sa famille. Donc tous les dés sont pipés, Elie. Dans ce dossier, tous les dés sont pipés finalement. Israël, même s'il avait voulu céder sur tous les points, revenir à proclamer la fin de la guerre, le Hamas n'aurait même pas accepté puisqu'il était de toutes les manières en position de force, c'est-à-dire même avec ces quelques dirigeants dans du tunnel de la bande de Gaza et ceux qui sont au Qatar bien au chaud à l'invitation de l'émir du Qatar, eh bien il était impossible de sortir gagnant de cette confrontation. Comme je dis, ça est arrivé trop tard. C'est-à-dire, il y a 6 mois, c'était encore possible. Maintenant, comme j'ai expliqué, à mon avis, Hamas n'acceptera pas jusqu'à la fin de septembre 2023, n'acceptera aucun accord, même s'il serait favorable à ses intérêts immédiats. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Je dois mentionner qu'il y a, je crois hier ou avant-hier, Yair Netanyahou, le fils du Premier ministre, a publié un tweet dans lequel il attaque férocement l'émir du Qatar et sa femme. Et il compare la famille de l'émir aux nazis. Et ça, c'est pour la première fois que peut-être Netanyahou, maintenant, dans une situation qui aussi, nous savons qu'il est sous pression de Qatar, même avec l'investigation de Qatar Gate, pour la première fois, on voit qu'il tente de menacer d'une manière ou d'une autre le Qatar. D'une certaine manière, Elie, toujours dans cette volonté de lutter contre le terrorisme du Hamas. Pourquoi finalement l'idée d'éliminer des chefs du Hamas à Doha, qui sont des politiques, on va dire en général, pour la plupart, à l'exception de Khalil El-Khaya, pourquoi ne pas éliminer systématiquement, comme on est allé éliminer Ismail Haniyeh à Téhéran, pourquoi ne pas éliminer aussi les responsables du Hamas à Doha? Justement, à cause de l'influence stratégique et financière du Qatar, tant sur le gouvernement israélien, et on voit comment même maintenant, pendant l'enquête sur le Qatar Gate, le Premier ministre défend son conseiller politique, ce conseiller sur la propagande, qui est maintenant sous pression de la police, et les Américains surtout. Il y a peut-être un signe des Américains, ils commencent à construire une base en Arabie Saoudite, une base militaire, peut-être pour tenter à long terme
changer, disons, de base régionale du Qatar vers l'Arabie Saoudite, qui est beaucoup plus proche maintenant des États-Unis. J'essaye de comprendre ce que vous nous dites. J'essaye de comprendre ce que vous nous dites. C'est-à-dire, ce que je comprends de vous, dites-moi si je me trompe, c'est que quoi qu'il advienne, quoi que puisse faire Binyamin Netanyahou ou Israël, eh bien, à un certain moment, en raison de la puissance du Qatar, qui lui joue un double jeu d'un côté de médiateur, de l'autre côté de soutien ouvert au Hamas, eh bien, c'est impossible de parvenir à un accord. Peut-être que c'est le Qatar lui-même qui a bloqué un accord et que finalement, depuis le début, on patauge dans un marécage dans lequel on ne peut pas se sortir favorablement. Oui, mais je dis, je crois même à cette antenne depuis longtemps. Si on avait fait pression sur le Qatar et physiquement sur les dirigeants du Hamas à Doha, ce serait une situation différente maintenant. Mais on est trop tard. C'est-à-dire, je vois une situation personne ne bougera, surtout le Hamas, jusqu'à la fin du septembre. Mais je sais avoir posé cette question, pour avoir posé cette question même à des experts sécuritaires, on m'a dit, mais c'est impossible de toucher les responsables du Hamas à Doha parce que il y a le Qatar qui négocie justement la libération des otages. À l'époque, c'est ce qu'on disait. Mais on aurait dû, il y a longtemps... on aurait dû. Toute intervention du Hamas dans les négociations, parce qu'on sait aussi qu'ils ont tenté de toucher, disons, aux relations très étroites qui étaient dans le passé entre Israël et l'Égypte. L'Égypte, c'est le pays et le régime le plus important dans cette négociation, pas le Qatar. Le Qatar a des moyens de pression sur les dirigeants, mais pas sur ce qui se passe à Gaza même. Et on est de nouveau dans une situation sur le plan militaire. Je vois les derniers mois, il y a plusieurs, 2 ou 3, je crois, divisions qui ont été à Gaza. Où sont les combattants du Hamas? On ne voit presque pas, comme par le passé. Bien sûr, on sait qu'ils ne sont pas là, mais on sait qu'ils sont à Doha et que c'est les gens de Doha qui donnent le ton d'une certaine manière. La pression sur le Qatar doit commencer par les États-Unis directement et de manière, j'ai dit, comme on dit en Israël il y a longtemps, lachatz physimatul. Je ne sais pas comment. Oui. Dépression physique modérée. C'est ce que ça signifie en Israël. Et aussi du fait que sur le plan militaire, il n'y a pas de résultat. On ne voit pas des terroristes qui sont arrêtés, presque pas. Non, il y avait des centaines d'arrêtés. Maintenant, on dit qu'ils ont recruté des milliers de nouveaux combattants. Où ils sont? Où sont-ils des milliers qui, dans le passé, étaient présentés dans les endroits de Gaza, pas surtout dans les grandes plazas, qui étaient liés et étaient menés comme prisonniers en Israël? On ne voit pas cela. Je voudrais vous poser une question finalement. Officiers israéliens tués pendant l'activité militaire. Et on voit que le chef de l'état-major, comme on vous avait dit, il est opposé à cette tentative d'occuper tout Gaza. Et pourquoi faire? Pour installer de nouvelles colonies à Gaza comme Smotrich et Ben Gvir le veulent. Ça, c'est la solution. On a vu comment l'échec de l'aide humanitaire a été énorme. Maintenant, il y a un échec encore plus grand parce que ceux qui doivent financer, Israël devrait financer en occupant Gaza, c'est un point énorme à l'économie israélienne et aussi à l'armée, qui a décidé, par ailleurs, le chef d'état-major, hier, a décidé que certaines unités seront retirées et qui ne peut pas imposer que les soldats qui font le service obligatoire fassent encore 4 mois de service militaire à Gaza. Et cela qui a provoqué cette crise entre le Premier ministre ou le cabinet et le chef d'état-major, qui, en principe, il a été élu justement pour mener cette campagne agressive de la part d'Israël. Alors, le chef d'état-major, oui, mais effectivement, on a le sentiment aujourd'hui que le chef d'état-major s'est modéré lui-même. C'est-à-dire que lui-même, au départ, était très va-t-en-guerre, très déterminé à aller jusqu'au bout. Mais là, on voit lui-même, on entend Eyal Zamir dire il vaut mieux un blocus, il vaut mieux préserver, tout faire pour libérer les otages. Est-ce que finalement, on n'est pas en train de se retrouver dans une impasse parce
que on a voulu aller mener de front deux objectifs qui sont contradictoires, qui sont contraires, la libération des otages d'une part et l'éradication du Hamas. L'un et l'autre, ensemble, c'est impossible. Je crois que le chef d'état-major a vu la situation sur le terrain. Il a introduit trois divisions. Et quel était le résultat? La mort de plusieurs centaines de terroristes. Et personne n'a bougé dans le camp du Hamas. Il y a eu, je crois, les derniers mois, 40 soldats et officiers israéliens tués. L'opinion publique ne peut pas accepter ce carnage des soldats israéliens, et la situation du gouvernement devient de plus en plus précaire sur le plan politique et peut-être aussi électoral s'il y aura finalement des élections. Alors l'avenir, comment vous le voyez? Est-ce que vous parlez d'élections, vous pensez que finalement peut-être que la solution c'est de soumettre au vote des Israéliens la poursuite ou la fin de la guerre concernant la bande de Gaza? Oui, mais le Premier ministre ne fera cela avant d'être sûr qu'il y aura des élections qu'il pourra gagner. Et il mène le pays dans une isolation complète sur le plan international. Ça, c'est impensable ce qui s'est passé ces derniers mois. Combien d'États qui étaient très proches d'Israël et même de ce gouvernement, comme ceux de la Grande-Bretagne avant, mais aussi de l'Allemagne, et qui commencent à se décider à suivre la France et l'Arabie Saoudite. Qu'est-ce que vous pensez de ça? Qu'est-ce que vous pensez de ça, vous, en tant qu'Israélien, Elie, en tant qu'Israélien, expert de lutte contre le face-à-face contre le terrorisme? Est-ce que finalement les pays occidentaux, ils sont très sympas et surtout ils sont très compatissants lorsque Israël est en position de faiblesse comme elle était le 7 octobre, mais aujourd'hui, lorsque Israël essaye d'éradiquer un mal qui est véritablement un mal véritable, on voit que le Hamas répète aujourd'hui encore qu'il réitérera des opérations comme celle du 7 octobre jusqu'à ce que l'État d'Israël disparaisse. Est-ce que finalement on peut se permettre le luxe de dire, eh bien, on va tenir compte de la communauté internationale, de ces gens qui sont à Londres, à Paris, etc., alors qu'on est toujours menacé par le Hamas, mais peut-être aussi par d'autres pays, par l'Égypte, ou par les... Pendant ce temps, longtemps, de presque 2 ans, il y a eu le changement à Gaza. L'opinion publique internationale qui voit la destruction à Gaza sans résultat pour Israël, sans résultat pour le peuple palestinien, et avec le Hamas encore endurci sur ses positions, fait pression sur le gouvernement. On voit encore des démonstrations pro-palestiniennes dans tous les pays occidentaux. On voit comment l'opinion publique s'exprime contre les Israéliens en Grèce, en Autriche, en France, n'acceptant pas même des touristes israéliens ou même des jeunes qui participent à un festival en Belgique. La Belgique qui a libéré, après un changement de son loi au Parlement, libéré le chef de l'espionnage iranien terroriste. Oui. Arrêté mais vous savez ce que dit... Il veut arrêter 2 soldats, 2 jeunes qui sont considérés des soldats israéliens. Mais vous savez, Elie, vous êtes suffisamment, on va dire, ancien dans le métier pour savoir, pour connaître cette formule de Golda Meir qui disait « Je préfère vos condamnations à vos condoléances ». Est-ce que finalement, aujourd'hui, on ne doit pas dire la même chose à la communauté internationale? On préfère vos condamnations, vos reconnaissances d'un État palestinien à vos condoléances face à un 7 octobre qui pourrait à nouveau se produire? Écoutez, je suis membre de l'association, la coalition pour la sécurité régionale. Plus de 100 personnes qui sont avec un background tant dans la sécurité, la défense, la diplomatie, l'académie israélienne. Et nous sommes tous maintenant pessimistes. Nous sommes pessimistes et moi je suis pessimiste parce que je crois que le président Trump fera tout le possible pour arrêter la guerre à Gaza, pour avoir le prix Nobel. C'était le plus simple il y a 1 an déjà. C'est la plus simple solution pour lui pour avoir le prix Nobel. Mais il a préféré aller avec Netanyahou d'abord dans la politique à Gaza, mais surtout après avoir fait l'opération ou la guerre de 12 jours en Iran, ils se sont maintenant dans une position de force et il doit cela à Netanyahou qui a permis ou qui a demandé
la participation américaine à l'attaque contre l'Iran. Ce n'était pas nécessaire. Israël. Ah non, non, ça, je ne peux pas vous laisser dire ça. Élie, je m'excuse, mais on ne peut pas dire maintenant rétroactivement que la participation des Américains, c'était pas nécessaire. Ça fait des années, des dizaines d'années que des experts comme vous dites que Israël ne peut pas tout seul combattre, détruire le programme nucléaire iranien. Vous l'avez même dit vous-même, je pense, avoir me souvenir. Non, donc on ne peut pas dire maintenant rétroactivement, Netanyahou, on aurait pu le faire tout seul. Non, ça, c'est pas possible. Non. Il y a des accords. J'ai pas dit que les États-Unis doivent participer activement. La guerre de l'Iran a été faite dans une situation stratégique exceptionnellement favorable. Le fait que le régime de Bachar el-Assad a disparu, le fait qu'Israël a détruit la force de l'arsenal ministériel du Hezbollah et aussi a ouvert la voie pour les avions de chasse israéliens arriver à Téhéran sans encombre. Et cela a permis ces résultats disons, exceptionnels. Et aussi, il y avait des commandos, déjà on sait qu'il y avait des commandos israéliens sur le terrain qui ont participé à certaines actions. Il aurait pu, à mon avis, je crois qu'il y avait peut-être des plans pour détruire Fordow, non pas des bombardiers, mais occuper avec une force terrestre et ensuite se retirer, comme ils ont réussi, par exemple, à faire retirer les gens du Mossad qui ont fait des opérations spéciales pendant les 12 jours. Bon. Je comprends, mais c'est difficile. On va dire les réponses, on va dire les commentaires a fortiori. C'est-à-dire a priori, c'était pas possible, mais après rétroactivement, c'est toujours très facile de critiquer. On peut toujours. J'ai écrit à des collègues qui ont été dans les positions importantes dans l'establishment militaire une semaine avant la guerre, et je dis qu'il ne faut pas laisser les États-Unis demander aux États-Unis d'intervenir parce que ça va compliquer la situation après la guerre. Et on voit maintenant, il n'y a pas encore de négociations. Les Iraniens refusent de négocier vraiment avec les États-Unis. Et c'était ça le but principal de la guerre. Arriver à un accord après la destruction d'une grande partie de l'arsenal missilistique et nucléaire de l'Iran. Et maintenant, ce qui discutent, ce sont les Européens et qui ne peuvent pas changer vraiment la situation. Oui, ça, on en est conscient. En tout cas, merci beaucoup. On arrive au terme de... Comme j'ai dit, j'étais optimiste il y a 6 mois, 8 mois. Donc maintenant, je suis vraiment psychologiquement même, comme citoyen israélien qui comprend un peu la situation stratégique du pays. Nous sommes dans une situation très, très faible vis-à-vis Hamas et vis-à-vis la communauté internationale. Mais vous êtes d'accord avec moi, vous qui en connaissez un rayon en matière de lutte contre le terrorisme, vous êtes d'accord avec moi que plus on diffuse une image de faiblesse au niveau de la société israélienne, au niveau des dirigeants israéliens, au niveau de l'armée israélienne, plus le Hamas ou les ennemis d'Israël se renforcent? Non, moi je crois que la société israélienne, et surtout le fait que le gouvernement a délaissé les otages pendant tous ces mois, presque un an, elle doit s'exprimer, elle doit critiquer, elle doit tenter de changer la politique du gouvernement. Et si cela change maintenant, c'est un peu trop tard. Comme je dis, malheureusement, c'est un peu trop tard parce que la situation du Hamas est forte à l'insu, disons, de cette tergiversation du gouvernement israélien pendant les négociations après mars 2025. Eh bien, on va en rester là. En tout cas, Élie, merci beaucoup de nous avoir si franchement expliqué votre position, nous a fait part de votre pessimisme sur. Opinion personnelle. Voilà, oui, c'est bien entendu une opinion personnelle. Merci beaucoup, Élie, d'avoir été avec nous ce matin, nous avoir aidé à mieux comprendre, on va dire, cette réalité extrêmement complexe. Bonne journée, Élie, à bientôt. Merci, bonne journée, bonne semaine à tous les auditeurs.